Bonjour Barbara Hendricks. Bonjour. Alors c'est un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau de TV5 Monde avec Jean-Baptiste Urbain qui est notre chroniqueur culture. Merci d'être avec nous. On va passer près de 20 minutes ensemble pour ce grand angle spécial puisque jusque dimanche 30 décembre, le grand angle du 64 minutes va proposer des regards de femmes sur l'année écoulée et aussi sur leur engagement personnel en tant que femme et citoyenne du monde. Avant de parler de votre carrière de cantatrice internationale et de vos engagements, notamment en faveur des réfugiés, puisque je le précise tout de suite, vous êtes toujours ambassadrice à vie du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. On va commencer par votre actualité musicale et vous venez de sortir un nouvel album, The Road to Freedom. C'est un titre évocateur, on va le voir à l'image, voilà. On peut dire que c'est un album de blues qui plonge dans vos racines. Oui, c'est de blues, mais aussi de gospel, la musique sacrée. C'est une musique qui avait soutenu la lutte pour les droits civiques dans les années 50 et 60, menée par Martin Luther King et inspirée par beaucoup de femmes comme Rosa Parks. Alors vous avez déjà chanté le blues, vous avez déjà chanté notamment Billie Holiday. Oui, j'avais déjà chanté le blues depuis à peu près 10 ans que j'avais envie d'apprendre le blues parce que moi, j'ai chanté en premier les Negro Spirituals, cette musique un peu a cappella qui était des esclaves dans l'église de mon père. Mon père était pasteur. Il faut rappeler que vous êtes né aux États-Unis, que vous êtes né dans l'Arkansas. Dans l'Arkansas, exactement. Ouais. Mais mon père considérait le blues comme la musique du diable, parce que, il faut dire, la musique de gospel et de blues, musicalement, c'est pas très différent. C'était les paroles. Ouais. Et bon, bien sûr, les sujets de blues ne convenaient pas à mon père. Et bon, je n'ai pas vraiment connu le blues. J'avais entendu, bien sûr, parce que le blues est un peu dans toute la musique pop. Mais après avoir commencé de chanter le jazz au festival de Montreux, et là maintenant plus que 30 ans, j'avais envie de connaître les racines. Les Negro Spirituals, j'avais connu, mais pas de blues. Et c'est pour la raison que j'avais fait les deux premiers enregistrements de blues, Blues Everywhere I Go et Barbara Sings the Blues. Mais je ne voulais pas quitter le blues. Ouais. Et c'était mon agent en Espagne qui m'a proposé de faire partie d'un festival de gospel. Et je lui ai dit, je n'ai pas un grand répertoire en gospel, mais je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et quand je commençais de faire le programme, je réalisais que la plupart des choses que j'aimais étaient des choses qui étaient connues et que j'avais chanté avec, mais pas professionnellement, pendant cette période pour la lutte des droits civiques aux États-Unis. Jean-Baptiste ? Ben, je vous propose peut-être qu'on écoute un extrait de cet album Road to Freedom avec Strange Fruit, chanté par Billie Holiday pour la première fois en 1939. C'est une chanson qui a presque 70 ans, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme je peux vous le dire, parce que vous acceptez que nous le disions. Bon anniversaire, Barbara Hendricks. Oui. Voici cette chanson qui figure sur cet album. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves, blood at the roots, black body swaying in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Voilà, Strange Fruit, chanson qui évoque
le lynchage des Noirs américains. Strange Fruit, ce sont ces cadavres qui pendent, on le voyait d'ailleurs, il y a cette corde qui pend des cordes, une chanson qui est intimement liée au combat pour l'égalité des Noirs. Ça fait 25 ans que 25-30 ans, vous le disiez, ça a commencé à Montreux par Barry Hendricks, que vous chantez le jazz, le blues. C'est plus nouveau. Moi, je voudrais d'abord savoir, quand vous chantez une chanson comme celle-ci, quand vous chantez ce répertoire, que vous allez chanter à Bruxelles, à Paris dans quelques semaines, est-ce que parfois vous n'êtes pas submergé par l'émotion, avec toute votre carrière et votre expérience? Non, pas vraiment. Parce qu'en plus d'être professionnel, moi, je ne me mets pas dans la place de la personne dans l'histoire. Je raconte. Et je me souviens, quand j'étais à la Juilliard School, que j'avais à New York, oui, que je viens de rompre, bon, plutôt, il vient de rompre avec moi, mon petit ami, et j'étais très triste. Et j'avais essayé de chanter dans les chansons un lied de Schubert, Gretchen am Spinat. Et j'ai commencé à pleurer. Et elle m'a arrêtée, et bon, je racontais, et elle m'a dit, mais je comprends que tu as un chagrin, mais j'ai dit, mais quand tu montes sur scène, tu ne parles pas de ton chagrin personnel. Tu parles de Gretchen. Et c'était un très bon leçon parce que moi, je mets derrière le compositeur et même l'œuvre que je chante. Et bon, il a des moments vraiment tristes quand je suis demandée de chanter un funérail de quelqu'un que j'ai connu, quelqu'un dans ma famille. Et ça c'est une autre chose parce que c'est personnel. Mais même là, j'essaie de me forcer d'avoir cette même rigueur qu'elle m'a appris plus que 40 ans. Barbara Hendricks, on peut dire que le blues, quelque part, c'est les racines du jazz. C'est la même famille de musique. Ah oui, absolument. Mais les racines viennent de l'Afrique. En effet, avec les esclaves, de la musique dans la région de l'Ouest, Afrique de l'Ouest, Mali, et c'est vraiment, peut-être la prochaine étape, ça sera d'aller en Afrique, chanter, faire la musique avec les musiciens africains. Oui, ça me ferait plaisir, parce que c'est vraiment d'aller le plus loin dans les racines de cette musique que possible. Là, on va reparler dans un instant des droits civiques aux États-Unis, de toutes ces questions du racisme qui est encore très présent aux États-Unis. Mais vous vouliez aussi évoquer une grande chanteuse, Aretha Franklin, qui nous a malheureusement quittés en août dernier. Et avant d'en parler, on va la retrouver en 2015. C'est un extrait très connu. Elle chante devant le président Obama. C'est au Kennedy Center à Washington. On regarde. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired when I knew I had to face another day. Oh, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. How you Make me feel like a woman. Natural woman. Ouais, natural woman. Ouais. Vous entendez chanter, vous avez... Ah oui, non, mais Aretha Franklin, c'était fantastique. Moi, je l'ai rencontrée et j'ai même chanté avec elle à Washington pour un concert de Noël. On avait chanté ensemble. Et la femme que vous avez vue réagir, c'est Carole King qui avait écrit cette chanson, qui ne savait pas qu'Aretha allait jouer au piano parce qu'il y avait longtemps qu'elle n'avait pas fait. Et quand elle est assise au piano et commençait à jouer, c'était une énorme émotion pour elle. Mais on avait vu aussi Obama essuyer un petit larme, je crois. Ouais. Et c'est ça que j'avais joué pour la première danse au mariage avec mon mari. C'était notre première danse, You Make Me Feel Like a Natural Woman. Alors, je ne sais pas si on a vu le président Obama, je crois qu'on ne l'a peut-être pas vu dans l'extrait, mais effectivement, il était présent. Oui, il avait essuyé un petit larme. Alors, aujourd'hui, il y a un autre président, Donald Trump. Qui n'essuie pas des larmes. Ouais.
Quand on parle, je parlais du racisme tout à l'heure aux États-Unis, on sait ce qu'il en pense, on sait qu'il a soutenu publiquement les suprémacistes blancs. Comment vous réagissez en tant qu'américaine d'origine? Aujourd'hui, vous êtes suédoise par mariage, mais américaine d'origine et noire. Bon, on voit qu'on nous sommes allés vraiment en arrière. Mais comme il avait dit Martin Luther King, que l'arc moral de l'histoire est long, mais ça plie vers la justice. Et je crois qu'il a raison parce qu'on n'arrive jamais au but. Il faut continuer à lutter avec chaque génération. Entre Martin Luther King, c'est 1960, 1965, et aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a des choses qui ont changé? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais il y avait maintenant beaucoup de choses qui ont reculé. Mais ça veut dire qu'il faut rester vigilant. On ne peut pas dire, voilà, est assis sur mon oui, on a gagné. Oui, mais ça change. Je crois que chaque génération a aussi la responsabilité de lutter pour la justice. Vous avez été victime personnellement du racisme? Oui, personnellement, je dis dans le sens que quelque chose qui était jeté de cible. Non, mais j'habitais dans une communauté qui était séparée. Je suis allée dans les écoles qui étaient séparées, même les fontaines d'eau, je ne pouvais pas boire dans Jusqu'à l'âge de 15 ans, hein, vous aviez 15 ans au moment de l'abolition de la ségrégation. Oui, la ségrégation, je dis légale, qui était l'apartheid, qui avait duré 100 ans aux États-Unis. Il a juste 65 ans qu'on a eu ces lois contre... C'est les lois, c'est le président Johnson, c'est dans les années 60. Oui. Et il y a quelques années, le Cour suprême avait enlevé les contraintes sur les États pour faire des lois pour supprimer le droit de vote. Et on avait vu un peu le résultat dans les dernières élections, dans le Georgie, aussi Floride, ou la Caroline du Nord. On avait maintenant découvert que les gens ont même volé les votes des gens en allant chercher les votes. Le bulletin me dit, voilà, je vais le prendre, et ils ont jeté. Ouais. Voilà, mais il faut continuer de lutter. Moi, je garde l'espoir. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes une femme engagée, vous êtes ambassadrice du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Quand est-ce que vous avez ressenti ce besoin de vous engager pour les autres? Je crois que je suis née comme ça, parce que petite, je me mêlais des choses qui ne me concernaient pas. Des affaires, ça vous est resté? Oui, oui. Non, mais moi, je trouve ça pas juste. Ouais. Même à mon père, qui était difficile, parce que je soutenais un peu mes frères, mais qui étaient plus jeunes que moi, quand mon père qui était très strict. Et quand je l'ai trouvé injuste, moi, je l'ai dit, qui n'était pas très bien vu. Alors, on va vous voir, je pense que c'est en Éthiopie. Oui, c'est ça, c'est en Éthiopie, c'était en 2010, dans un camp de réfugiés somaliens, et vous avez chanté pour eux. Oh, freedom, oh, freedom, over me. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Là, Barbara Hendricks, on vous voit, vous, mais de l'autre côté, si on a le contre-champ, quel était leur regard, vous vous souvenez? Bon, ils n'attendaient pas, parce que, bon, quand je suis dans les camps de réfugiés, je ne suis pas annoncée comme une chanteuse, une cantatrice. Ils savent juste que je suis ambassadeur, et ma tâche est d'essayer, en parlant avec eux, de revenir avec des histoires où je pouvais mettre un visage sous ces chiffres qu'on a. On a des chiffres de presque 69 millions de gens qui sont déplacés aujourd'hui, et 25 millions sont des demandeurs d'asile. Mais quand les gens entendent les chiffres, ça fait un peu... Et moi, je reviens avec une histoire, avec une personne, un enfant que j'ai rencontré pour raconter une histoire. Mais il n'attend pas que j'allais chanter pour eux. Mais les enfants ont chanté pour moi. Et bon, j'ai dit, OK, mais je chante quelque chose pour vous, un peu comme ça. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez ces images de réfugiés, que ce soit des réfugiés des guerres ou réfugiés du climat maintenant aussi, qui essayent d'arriver en Europe et que l'Europe a tant de mal à les accueillir? Bon, d'abord, il faut savoir que la plupart ne sont pas ici. Que la plupart, je dis plus que 60
80% des gens sont dans 10 pays dans le monde qui sont dans le sud et ils sont dans les régions les plus pauvres de ces pays. Donc très peu arrivent en Europe. Très peu qui s'y envoient. Il a 25 millions. Et parmi eux, peut-être 3 millions de gens qui sont demandeurs d'asile. On voit qu'il a 1 million de réfugiés en Liban. Ouais. Et c'est le double, ça double leur population. Ouais. En Irak, en Turquie, en Pakistan, la plupart des réfugiés sont dans ces pays pauvres. Ouais. Et je crois que il faut... Ce n'est pas pour moi une crise humanitaire, ce n'est pas une crise de réfugiés. C'est notre crise de l'humanité. On doit poser cette question. Qui suis-je comme être humain en face d'un autre être humain qui souffre? Alors, je sais que vous auriez aussi voulu évoquer la figure de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. On va voir quelques images de lui. Malheureusement, on n'a pas retrouvé les images où vous chantiez au moment de ses funérailles. C'était à Accra. Mais bon, c'était quelqu'un qui a compté pour vous. Un ami que vous avez perdu. Oui. On le voit là sur ces images. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Kofi Annan? C'était un diplomate ghanéen. D'abord, c'est un fils de l'Afrique. Il était fier d'être de là où il venait. Mais aussi, c'était quelqu'un qui était aussi un enfant de l'ONU. Ouais. Je dis quelqu'un qui croyait jusqu'au dernier moment dans les valeurs, les raisons pourquoi on doit essayer de trouver les solutions des problèmes dont nous sommes confrontés aujourd'hui ensemble. On avait parlé souvent, moi je l'ai parlé souvent pendant la guerre en Irak, parce que je sais que c'est une énorme blessure quand les Américains ont décidé contre le gré de le Conseil de sécurité de faire cette guerre, et aussi quand on avait perdu à Bagdad, plus que 20 personnes les plus chères, les plus dévouées de l'ONU. Et tous ces moments ensemble, mais quand même, il représentait quelque chose, cette idée dont l'ONU était fondée, dans cette déclaration universelle des droits humains, que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et droits. Ils sont doués de raison et conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Vous connaissez par cœur. Parce que c'est mon jumeau. Nous sommes nés la même année, moi et cette déclaration. Alors, je dis jumelle parce que c'est une... C'est elle. C'est ma jumelle. Mais je vois là-dedans la possibilité de vivre ensemble, de trouver quelque chose malgré nos différences, même quand nous ne sommes pas d'accord, même quand j'ai peur de vous. On peut trouver moi, je peux trouver votre humanité dans ce premier article. Je vais devoir vous interrompre parce que le temps passe trop vite, décidément. Alors, on n'a même pas eu le temps de parler de votre carrière de cantatrice, alors pourtant... Oui, non, mais on peut lire mon livre, ma voix. Voilà. Et puis écouter les CD de tout ce que vous avez fait dans votre carrière. Et je peux revenir. Oui, voilà. Et puis rappeler peut-être aussi... Le dernier disque, The Road to Freedom, c'est chez Arteverum, votre label à vous, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, avec vos musiciens, votre blues band à vous, et vous serez en concert. On voit les dates qui s'affichent à Bruxelles, à Paris, à Châlons-en-Champagne, également dans les arènes de Lunel, et puis très prochainement également la Folle Journée en région. La Folle Journée en région. En Vendée, dans l'ouest de la France. Merci beaucoup, Barbara Hendricks, d'être venue nous voir dans 64 minutes. Et je vous souhaite une bonne année musicale et personnelle. Et bon anniversaire. Merci et bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.